Bienvenue sur Super Microbiologiste, le podcast des microbiologistes qui font du contrôle qualité. Si vous êtes déjà senti seul face à des colonies un peu bizarres sur vos boîtes de pétri, ce podcast est fait pour vous. On y recevra des microbiologistes qui ont trouvé des solutions à toutes les petites questions qu'on peut se poser au labo. Maintenant, installez-vous à la paillasse, montez le son, surtout si vous avez un PSM un peu bruyant. Ça démarre. Allez, c'est parti. Tout d'abord, bonjour Michael. Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez chaud pour les microbiologistes, puisqu'on va parler d'automatisation du laboratoire. Peut-être avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, donc, moi je suis Mickaël Lagache, je suis responsable excellence opérationnelle pour le groupe Sciences. Mon petit parcours qui est important quand même à expliquer peut-être dans le cadre de ce sujet, c'est que j'ai démarré en 2000, il y a 26 ans chez Sciences, à la réception des échantillons. J'ai été rapidement formé à l'ensemble des tâches qui sont destinées aux techniciens de laboratoire. Donc du coup, j'ai acquis beaucoup d'expérience et puis j'ai vu aussi comment ça fonctionnait la réalité des laboratoires. On m'a donné des fonctions de management. Je suis devenu responsable d'équipe. Ça se passait bien. On m'a donné aussi les clés en tant que responsable de production du laboratoire de Merville. Donc, laboratoire Merville, pour chez Nutrition, c'est le plus gros, hein. C'est laboratoire pour 24/24, 7 jours sur 7, 120 personnes à gérer. Donc, pendant ces 8 ans, ça m'a permis, moi, de voir plein de choses. Mon appétence pour les projets que j'ai pu avoir, pour l'amélioration continue, la gestion du personnel aussi, a fait que j'ai été repéré et on m'a proposé en 2020 de devenir responsable excellence opérationnelle. Donc, cette fois-ci, pour tout le groupe, donc pour tous les laboratoires français. Donc mon objectif forcément, c'est d'optimiser leurs performances et de déployer une culture d'excellence opérationnelle. Voilà. Après, peut-être concernant mes nutrition très rapidement, Ouais. on a un réseau mondial de laboratoires et d'experts au service de la qualité, de la sécurité, on est là aussi pour auditer, conseiller, accompagner nos clients. Donc, on a, donné quelques chiffres clés. Donc en France, on a 11 labos, de la microbio, de la chimie, de la senso. On va traiter 2,5 millions d'échantillons par an et un dernier chiffre encore, 60 000, pardon, échantillons traités chaque jour dans tous nos laboratoires au niveau mondial. Donc voilà un petit OK, peu pour donc planter gros le décor. laboratoire prestataire, Oui, on le présente, mais la majorité des personnes qui le connaissent déjà, mais c'est pas mal d'avoir aussi ces chiffres-là, ça permet de mettre en oui, 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 perspective. c'est sûr et c'est important dans le cadre de l'automatisation parce que certes, on peut avoir du gros, mais on a aussi des tout petits labos et c'est pas la même chose. Alors moi, ce que j'ai adoré dans ton parcours, puisque quand on a préparé, ce podcast-là, on a déjà échangé, c'est que tu as fait, énormément de rôles au sein de Mérieux, en partant de la paillasse, jusqu'aujourd'hui, l'opérationnel, l'excellence opérationnelle. Donc c'est assez atypique et quand tu vas implémenter, on en parlera plus tard, mais quand tu vas implémenter ou essayer d'implémenter une technologie quelque part, tu sais ce que ça veut dire pour les personnes qui y sont, puisque toi, tu y étais à la paillasse. Exactement, c'est vrai que techniquement, je suis pas sorti d'école d'ingénieur et travaillé directement là-dedans. J'ai été la personne qui a tout vu et je suis pas quelqu'un d'assez atypique chez Marine Christian, on est pas mal comme ça. Ouais, on est pas mal comme ça on a démarré, en tant que technicien de laboratoire pour se retrouver 20 ans après à des fonctions beaucoup plus grandes et plus importantes. C'est une force quand même pour nous, hein, parce que moi, ça me permet énormément de savoir, les précautions à avoir, les attentions à apporter, parce qu'on en parlera, forcément au cours de ce podcast que, il y a une chose qui est hyper importante dans l'automatisation, en déploiement d'un projet qui est lié à l'automatisation, c'est l'adhérence des gens et en fait, si tu les connais pas, si tu connais pas le process, si tu connais pas, tous les petits détails de tout ça, ton automatisation, aussi bonne soit-elle, elle ne servira pas beaucoup ou du moins, elle sera pas aussi efficace que tu le crois. Et c'est aussi ce que j'ai vu. En tout cas, 20 ans dans la même société, ça, c'est atypique par contre et je ne sais pas si on en verra beaucoup, mais en tout cas, bon, c'est chouette de Tu me t'avoir rajeunis aujourd'hui. même 26 ans, 26 ans déjà. 26 ans, ouais, désolé, je te vieillis un peu là, mais bon allez, on va parler automatisation. Alors déjà, est-ce que c'est un sujet d'actualité en ce moment, dans tes laboratoires, chez Mérieux NutriSciences?
Alors, je pourrais dire oui, je pourrais dire non. C'est d'actualité, oui, forcément, mais c'est pas d'actualité parce que il y en a toujours eu, on a toujours cherché à automatiser et on cherchera toujours à automatiser parce que, c'est important de le faire. C'est une continuité, en fait, systématique, de l'avoir. Il faut toujours qu'on soit, enfin, l'automatisation va toujours être là pour répondre à une problématique d'évolution des volumes, de productivité. Donc ça, c'est un peu le nerf de la guerre dans des laboratoires prestataires comme nous. Donc forcément, ça existe tout le temps et ça existera tout le temps. Donc c'est d'actualité forcément, mais on va toujours en parler. C'est pas la mode du moment, quoi. Tout ce que tu veux dire, c'est que ça fait des années, en fait, vous êtes continuellement à la recherche de solutions pour améliorer, la situation des laboratoires. Exactement. Donc après, parce qu'il y a des choses qui changent aussi, hein, tout simplement, hein. On va trouver une automatisation parce que une la période le permet, enfin du moins la situation, nécessite une automatisation. Quand tu es petit, tu as peut-être pas besoin de quelque chose, tu commences à avoir un certain volume, un certain rythme à devoir avoir. Ben là, tu vas trouver pertinent d'acheter un automate pour avancer et avec le temps, cet automate sera remplacé par un autre automate qui est plus grand, qui fait, plus de choses, qui est, plus rapide. Donc c'est continuel, c'est systématique, en fait, hein. OK. Hem, ouais, il y a plein de raisons, qui peuvent pousser un laboratoire à automatiser. Vous, c'est quoi les raisons? Est-ce que c'est, pour remplacer les tâches qui peuvent être manuelles? Est-ce que c'est pour absorber plus d'échantillons quand il y a des pics? Parce que vous avez pas toujours une visibilité, exacte de ce qui va arriver, ça dépend de ce qui va arriver. C'est pour gagner en fiabilité, en traçabilité? Ou est-ce que ça peut être aussi pour le bien des techniciens, pour réduire les TMS? Tu as dit tu dit, 99 des raisons, effectivement. Il y a, l'automatisation va arriver, pour pallier à de la sécurité, à de l'ergonomie, de la QVT, heu, notamment, avec, des petits appareils d'assistance qui nous permettent, d'aider des techniciens sur des manips, qui sont pas forcément sympas. La fiabilité avec, la répétabilité, ça, il y a rien de tel, enfin, automatiser, on sait tous aussi que c'est la force de l'automatisation, c'est la répétabilité. Donc on sait que, quand c'est l'automate fait comme ça, il fait comme ça et toujours comme ça. On a beau faire, si c'est on parle d'une gamme de d'édition par exemple, aussi bien toi Pierre que moi Michael, si je dois en faire 1000 de suite, il y en a une dans les 1000 qui sera peut-être un peu moins bien faite que les autres et par contre à l'inverse, un automate, il est quand même plus probable que lui, il soit beaucoup plus répétable. Après forcément il y a des notions de production, des notions de productivité. Donc là, tout ce qui est capacité et délai, encore plus vrai, je pense, mais encore peut-être même pas, les labos d'usine, c'est pareil. Au niveau délai, ils sont genre les capacités et délais, c'est un peu le nerf de la guerre au fond, finalement, oui, on a toujours ce besoin-là. Heu, il y a 2 autres items aussi qui sont importants. Donc, tu l'as évoqué, je crois, la traçabilité. Donc ça, c'est hyper important. Donc automatisation, des fois, c'est, de la traçage, ça va être du LIMS, ça va être des logiciels à côté. Ça reste aussi de l'automatisation, pour pouvoir, assurer pleinement auprès de nos clients, une traçabilité parfaite de l'ensemble de nos analyses qu'on a pu faire. On est sûr de notre coût qu'elle est passée comme ça, comme ça, comme ça à telle heure, parce que justement, on a une automatisation du suivi, de leur traitement dans nos laboratoires. Et après, il y a une dernière raison aussi, qui est importante pour nous, chez Meilleur Christian, on a un énorme souhait aussi à réduire notre impact environnemental et donc du coup, on regarde aussi beaucoup, l'automatisation qui peut y être associée. Donc là, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu après. Il existe plusieurs méthodes aujourd'hui d'automatisation qui permettent d'avoir des impacts assez importants. Je propose qu'on se le note pour en reparler après, mais concernant l'environnement, il y a beaucoup d'événements aujourd'hui, beaucoup d'automatisation qui permettent d'aller chercher des gains environnementaux, importants et qui rentrent pile poil dans la ligne de conduite que nous avons. OK, c'est intéressant effectivement, je me le suis noté puis on revient dessus après. Est-ce que de manière générale, tu as repéré une manip au labo, une étape au labo pour lequel il y aurait besoin d'une automatisation en priorité aujourd'hui? Il y en a plein, hein. C'est bien sûr forcément, peut-être que dans labo 1, c'est pas les mêmes qu'un labo 2. La priorité, alors
J'ai, les priorités, de toute façon, c'est pas compliqué. Ça va être là où on aura de la répétitivité, par exemple, où, vraiment, il y a énormément de gestes répétitifs. Donc il va falloir qu'on accompagne nos techniciens, pour, justement essayer de leur enlever ça. Parce qu'aujourd'hui, quand même, les TMS, ça devient quand même quelque chose qui est, peut-être c'est pas si récent que ça, mais disons qu'au moins on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on voit, sur le marché, il existe, je prends un exemple, par exemple, les dilutions décimales avec nos tubes à essai, donc le tube qu'on doit prendre de la main gauche, qu'on doit ouvrir, le bouchon, alors, il y a plusieurs techniques pour cela, mais qu'on doit ouvrir avec sa main gauche, qu'on va prendre avec la main droite, une pipette qu'on va enquiller sur comme autre chose. On va réaliser notre gamme de dilution, donc on doit prendre ce tube qu'on vient de d'inoculer, qu'on doit l'agiter là-bas au bout, on doit revenir reprélever dedans, le reposer, ouvrir sa boîte de pétri, pousser les nucléums dedans, reprendre ce tube, reprendre un ml, faire le tube suivant, et cetera. Aujourd'hui, il existe des systèmes, d'automatisation qui permettent d'accompagner le collaborateur, en retirant mais un nombre incroyable de manipulations et donc du coup, aujourd'hui, voilà, on a l'impression, ça fait le saut d'équiper 100 de ses laboratoires avec des petits automates comme ça, de paillasse, qui permettent, bah, de retirer pleinement ces tâches répétitives. Heu et en plus derrière, il y a aussi des impacts sécurité, hein, parce que, d'un côté, on travaille traditionnellement avec des tubes en verre, donc ces tubes en verre qu'on remplit, qu'on, lave, qu'on transporte, qu'on stocke et qu'on remanipule, X fois. Et bien, ça pouvait entraîner, malgré toutes les précautions qu'on pouvait avoir, des coupures et ben, aujourd'hui, voilà, maintenant le tube en verre, c'est fini et ça nous permet vraiment pleinement de retirer une case, en termes de enfin de remplir ou de cocher une case plutôt, en termes de sécurité pour dire on a, retiré, heu, un problème. Après, donc la sécurité, la répétitivité et puis je sais la question exacte, c'était quoi déjà, Les Pierre? lectures, bah, c'était les manips à automatiser en priorité. Est-ce que donc là, tu as parlé des dilutions en série, est-ce qu'il y aurait, au niveau de la lecture des boîtes, puisque ça aussi, ça peut il y a beaucoup de zéros, est-ce que ça peut être au niveau du reporting des résultats? Je discutais justement avec un responsable de labo, aujourd'hui qui me disait: «On a énormément de zéros» et donc il y a des personnes qui tapent zéro sur le clavier, plein de fois et un jour, ils ont même cassé la touche zéro. Ils étaient bien embêtés, quoi, donc enfin, c'est tu vois, c'est des choses assez, assez basiques, en fait, Ouais, mais je comprends. prendre le résultat, le mettre sur un bout de papier, faire passer le bout de papier et que quelqu'un le rentre dans le système, bah, il y a des risques d'erreur, c'est répétitif, c'est pas complètement optimisé, il y a très peu de valeur ajoutée. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez aussi? Alors oui, 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 on a travaillé, donc ça, c'est quelque chose on pu solder. Effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu dis et ça peut nous amener même sur un 2e thème qui est là, la fausse croyance, pardon, la fausse pertinence, pardon, de parfois l'automatisation. Effectivement, au service, lecture, hein, où on va interpréter nos boîtes, aujourd'hui, ben, tout le monde le sait, effectivement, je rejoins un petit peu la personne, qui t'a dit ça, hein. Très, très, très majoritairement, les boîtes sont négatives. Négatives en pas de touche ou touche non caractéristique. Et donc du coup, effectivement, on a ce grand volant de boîte aujourd'hui, certes, ça va vite à traiter, mais il est quand même très présent et très chronophage. Donc c'est vrai qu'on a inventé, nous, un petit automate maison, dans lequel il nous suffit, simplement, bah, de déposer toutes ces boîtes qu'on aura au préalable triées pour, justement, ben, pouvoir injecter directement dans le LIMS, bah, la valeur, de zéro, d'absence ou de non-détection, pardon, heu, selon le type d'analyse qu'on a devant. Mais effectivement, ça, c'était un axe qu'on a travaillé et c'est intéressant parce que, je l'avais fait dans le cadre d'un projet Green Belt, donc c'était ma certification et j'ai appris énormément d'ailleurs, en faisant ce projet-là. Parce que, j'ai appris aussi que, enfin, dès le départ, quand je voulais arriver, j'ai voulu, focaliser sur l'automatisation de toute la gestion des boîtes. J'étais comme un bon, tête baissée, je fonce, je dis: «Allez, on va tout automatiser les gars, ça va le faire, ça va faire bien» et dès lors que je suis rentré dans ma petite phase de mesure et d'analyse, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu as toutes tes boîtes à traiter et que, ben, en très, très, très grande majorité, c'est des boîtes où il y a rien dessus, où il y a rien dessus et puis que la petite partie de boîte qui reste quelque chose dessus, finalement, tu pourrais te quand tu regardes bien, bah, soit ce sont des boîtes tellement chargées qu'elles ne sont pas comptables ou soit c'est des détections, bah, ça se compte pas.
ou soit, donc ça part dans un flux de confirmation, ou soit, c'est de la pousse, c'est genre 3 colonies, tu as pas besoin non plus d'automatisation pour compter 1, 2, 3, 4, 5 colonies. Et finalement, à la fin, l'automatisation, elle répondrait qu'à, un tout petit bout de ces pourcentages de boîtes, pas grand-chose. Et ce qui fait que, tout au départ, avec ma croyance de vouloir, enfin la pertinence et le souhait que je voulais d'automatiser tout ça, et ben, j'en suis arrivé à me dire: mais en fait, je vais m'intéresser qu'aux gros volants de boîtes, c'est-à-dire les neg, qui elles font un tout petit enfin, c'est un petit peu de temps par boîte, c'est pas grand-chose, mais ça reste quand même plus grand que pas beaucoup de boîtes qui prennent beaucoup de temps à compter. Et donc finalement, bah, j'ai fait le choix de m'intéresser qu'à ces boîtes négatives. Et donc du coup, en partenariat avec une société, de création de machines spéciales, on a réussi à faire une machine qui permet on met tout dedans et les résultats vont directement dans le Teams, sans intervention, humaine. Donc, impact, retrait, d'une tâche, à non valeur ajoutée pour le technicien, parce que scanner, il y a rien d'intéressant de savoir que tu as scanné, 3 000 boîtes, 0, dans ta journée, quoi. Et bah, pour le peu de boîtes qui restaient quand même, toutefois, bah, aujourd'hui, bon, il existe plein de petits, automates de paillasse, ça, cette fois-ci, déjà qui existent déjà sur le marché, ça sert à rien de chercher à en inventer, bah, qui permettent de compter, mes boîtes qui vont se trouver entre 10 et 300 colonies, c'est-à-dire un tout petit bout de mon scope. Mais du coup, voilà, l'idée, c'était d'investir dans un compteur de colonies et finalement, bah, j'ai traité, 80 de mon problème avec, 2 automates, un façon, inventé par nous et créé par une société dédiée forcément, et un automate de paillasse tout simplement. Et c'était des solutions simples, efficaces et qui répondaient à un vrai problème et pas chercher à automatiser, heu, pour automatiser. Ouais, 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 OK. Super, bah, c'est une belle histoire en fait ça de voir dès le dé du début jusque le tout le raisonnement en fait, Mmh. que tu as pu avoir pour développer cet automate. C'était ma question suivante, mais tu as déjà répondu, à 2. C'est, qu'est-ce que vous avez déjà réussi à automatiser, dans le laboratoire? Donc là, tu as parlé des dilutions en série avec le petit automate, qui remplace les tubes en verre. C'est là qu'il y a un gain, aussi écologique ou c'est pour celui-ci qu'il y a un gain écologique ou pas? Ah, il peut en avoir un, hein. Tu sais, regarde, aujourd'hui, bon, nous, à la base, déjà depuis très longtemps, chez Marie Science, nous faisons nos tubes nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on on avait déjà dessiné tout un flux complet avec des portoirs, des tubes, des systèmes de lavage qui faisaient que, on était plutôt, très efficace dans la gestion de nos tubes à essai qu'on re-remplissait nous-mêmes. Donc on avait aussi des petits appareils, ça existe, hein, des appareils pour remplir de ça. Bref, on était déjà bien staffés là-dessus. Donc du coup, on réutilisait nos tubes. Donc d'un point de vue environnemental, le gain, il est pas si fort. Par contre, si je prends un laboratoire qui est en PAE, qui achète des tubes en prêt à l'emploi, excuse-moi, ouais, prêt à l'emploi. Et ben, lui, il va faire venir, j'en sais rien moi, 1000 tubes par jour par camion. Il va faire venir ses tubes pleins au passage, hein, potentiellement, non, il est pas cadeau, ils sont en température ambiante, bref. Il fait venir son camion tous les autant de temps. Il va stocker ça, il va, ouvrir son bouchon en plastique, il va faire son tube à essai, après il va jeter son verre à droite, son plastique à gauche, et il va faire ses 1000 tubes comme ça à la poubelle tous les jours. Et ces méthodes-là, en fait, elles permettent, il y en a, plus ou moins loin, hein, mais il y en a au moins une qui permet d'aller vraiment réduire fortement ce scope de, de déchets. Après, en termes d'automatisation, le meilleur succès que nous, on a pu avoir, chez Science, voilà, bon, il y a pas de secret, on le sait, pour moi, c'est la spirale, la méthode spirale qui, permet de passer de 3 boîtes à une seule. Donc là, effectivement, bah, concrètement, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, tu vas produire, 3 boîtes de pétri. Tu vas mettre, tu as 3 fois du plastique, tu as 3 fois le média qui est dedans. Tu vas arriver à une. Et si je vais même plus loin, hein, il te faut 3 fois plus de place pour incuber, donc 3 fois plus d'énergie potentiellement. Et il te faut, heu, je Pareil passe pour la outre le lecture? temps homme, je passe outre le temps homme, mais enfin, c'est parce que bon, au point de vue environnemental, je restais sur l'environnement, hein. Mais sur l'environnement, à la fin, bah, d'un côté, j'ai 3 boîtes dans ma poubelle et de l'autre côté, j'en ai plus qu'une. Donc je réduis aussi mon scope, de déchets, à ce niveau-là. Maintenant, il y a d'autres impacts, hein, effectivement. Il y a, sur cette méthode spirale, il y a aussi l'impact FTE, hein, qui est clair. Donc, temps homme, temps technicien, effectivement, il est beaucoup plus, enfin, il est logique, hein, dès lors que j'ai qu'une boîte à traiter de sa fabrication à sa lecture, ah, je divise par 3 quelque part, son temps. Et qui plus est, les méthodes spirales sont des méthodes, type,
germes mésophiles, bactéries lactiques. C'est quand même souvent des boîtes où ça pousse, donc tu te retrouves toujours avec des boîtes à compter ou des boîtes à traiter derrière. Donc ça, c'est des beaux succès. Alors pour répondre à ta question, mais d'automatisation, on en a été bien plus loin que ça aussi, hein. On a, alors l'automation forcément après, faut pas forcément penser tout de suite à des grosses choses, hein. Là, moi dedans, j'inclurais aussi des éléments comme par exemple, il faut savoir que nous, 100 de nos laboratoires ont des paillasses électriques qui montent et qui descendent, qui vont accompagner le technicien. C'est quelque part pour moi déjà une forme d'automatisation, dans le sens où on a permis d'ajuster, les paillasses à 100 de nos techniciens. Chacun fait ce qu'il veut à sa guise forcément, oui, et même déjà on commence même à répliquer ça dans les bureaux, pour le reste des collaborateurs. Mais ça, c'est une action qu'on a entrepris il y a quelques années déjà et qui est, à 100 terminée aujourd'hui. Donc dans les automatisations après garde on peut aussi dévier aussi sur l'infrastructure par exemple. Nous, on a, automatisé la gestion, de nos packs, c'est-à-dire tout ce qui est clim, de leur tout ce qui est gestion d'eau, en mettant par exemple je sais pas le terme exact, des compteurs ou des michards un peu partout, qui nous permettent d'agir très rapidement, donc potentiellement, ça nous permet d'avoir des infos très vite sur une fuite, sur une consommation anormale et potentiellement aussi enclencher des actions, de manière automatisée. Ben, pourquoi je me mettrais à chauffer alors que je sais il fait, meilleur là-bas que là-bas? Donc ça, c'est aussi des automatisations qu'on a été un peu plus loin que les automatisations traditionnelles que nous avons. On a cherché à pousser ça toujours dans le but de réduire notre empreinte, carbone. Après, forcément automatisation, bah, les classiques, hein, beaucoup long, mais tout ce qui est LIMS, tout ce qui est logiciel satellite qu'on va avoir autour de notre LIMS pour justement heu, s'assurer pleinement de la traçabilité et puis d'être en conformité aussi systématiquement avec, les réglementations qu'on doit avoir. Et après, on a aussi la chance d'avoir des automatisations plus complexes. Heu, la Christiance, était connue avec, pour ceux qui avaient eu la chance de pouvoir voir avec une grosse ligne automatisée, au laboratoire de Merville, donc une très grosse ligne. Donc, Merville Science, on fait le choix en 2026, de tout remettre à zéro pour tout repartir sur une bonne on va faire en 2025 maintenant. On a reparti sur une bonne base, donc on a fait là des automatisations plus poussées, donc beaucoup plus importantes et ça nous permet d'aller chercher des tâches beaucoup plus dures à traiter et à solder. Donc notamment, par exemple, l'étiquetage des boîtes de pétri, on a 100 on étiquette 100 de nos boîtes de pétri de manière automatisée. Donc ça, c'est voilà, ça commence à être des belles machines qui nous permettent de gérer, l'intégralité de nos étiquetages. Ça pareil, hein, c'est quand même 2 actions hyper irritantes, pour le technicien. C'est le fameux décollage de l'étiquette, du ruban ou parfois une vraie guirlande de Noël, hein, qui fait, 1,50 m de long. Donc on décolle l'étiquette et qu'on appose sur la boîte de droite, de gauche, de devant, de derrière, machin, parce que, bien sûr, c'est pas toujours les mêmes boîtes. Donc ça, on a automatisé ça à 100. C'était une grosse, réussite et après, on a automatisé d'autres actions aussi, des remplissages de flacons, des remplissages de boîtes pétri, donc en amont, à la production, même à la fin, pour le touring ou après l'inoculation et tout des automatisations heu, qu'on a pu faire au fur et à mesure du temps et des années, quoi. Donc je pense qu'on est déjà bien avancé, mais il y a encore du travail devant nous. OK, et il y avait un autre point, qui quand je visitais les laboratoires qui prenait pas mal de temps, c'est, les techniciens avant de lancer leurs analyses, en fonction du produit qu'ils ont, ils vont avoir un certain nombre de boîtes, un certain nombre de différents types de boîtes. Et il y a quelques années, il n'existe plus maintenant, mais il y avait un système qui permettait justement, le technicien, scannait son échantillon et puis il y avait une pile de boîtes avec les bonnes boîtes, le bon nombre de boîtes, les bons types de boîtes qui arrivaient. Est-ce que comment ça se passe vous? C'est les techniciens qui vont les chercher à droite à gauche ou il y a quelque chose comme ça qui est un peu plus automatisé? Alors oui, je vois ce que tu veux dire, hein, donc c'est vrai que j'ai on a eu, aussi des techniques où effectivement le technicien à chaque fois qu'il avait besoin il avait son échantillon dans sa poche devant lui, il scannait l'échantillon, les boîtes arrivaient, préparées à côté de lui. Aujourd'hui non, on n'a pas fait ce choix-là. Heu, aujourd'hui donc, l'ensemble des boîtes sont préparées automatiquement, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, donc elles sont préparées. Donc, le laboratoire est construit sur un long flux,
analytique, hein. On démarre la réception, la pesée, la dilution, l'ensemencement et le coulage à la fin, dire pour rester que sur ce flux-là. Et ben, en fait, au milieu de ça, on va mettre, entre la PSM, c'est-à-dire la préparation de la suspension de mer et la dilution ensemencement, on va mettre ce fameux automate, par exemple, qui va préparer les boîtes. Donc le technicien, une fois qu'il a fini de peser, bah, il va venir déposer, son batch qu'il a réalisé, donc dans lequel il va avoir ses différentes préparations et il suffira à la personne de dilution de prendre et les poches et les boîtes associées, donc son chariot, par exemple, et il retourne à sa paillasse. Donc on n'est plus sur cette vision-là chez nous. OK. OK, OK. Ce que je peux voir de l'organisation générale, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 stratégies dans l'automatisation, c'est des chaînes complètes ou plutôt des choses modulaires. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le modulaire et vous allez automatiser simplement, les étapes qui vous semblent pertinentes. Oui. Alors ça là-dessus, ça ouvre plusieurs sujets. Alors les grosses lignes, on a eu à Merville. La réplication, en fait, en gros, sauf si tu as un gros labo qui est capable de traiter, 800 000, 1 000 000 de boîtes par an, la ligne, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc, la grosse ligne industrielle, la bonne ligne industrielle, pardon, aujourd'hui, bah, sauf si tu es capable de sortir 2 millions d'euros comme ça, c'est toujours un problème de coût, quoi, finalement. Si tu as 2 millions qui dort, pourquoi pas? Autant tu peux le faire, au moins, tu seras content, tu seras automatisé. Aujourd'hui, finalement, la vraie automatisation, c'est plutôt comme tu le disais, faut s'intéresser aux étapes. En fait, tu vois un thème qui est intéressant. C'est, faut pas chercher à faire une ligne pour dire d'être tranquille. L'automatisation, c'est pas une réponse idéologique, c'est pas une réponse qui vient comme ça, que je pose et qui va marcher. En fait, l'automatisation, ça doit venir comme une réponse à un problème bien précis. Et donc, du coup, en gros, ça doit se trouver à la toute fin d'un long travail déjà de compréhension de ton process. Il faut absolument, avant de parler automatisation, à n'importe quel niveau et même quelle que soit ta maturité, il faut toujours comprendre ton process et le maîtriser. C'est-à-dire que tu dois systématiquement être à l'aise avec tout ce qui se passe dedans, tout comprendre, bien interroger les personnes qui ont le process dans les mains tous les jours au quotidien, pour aller chercher à voir mais qu'est-ce que je veux automatiser. Et finalement, bah, c'est vrai que, il est peut-être préférable d'aller, automatiser que ce petit bout-là et que le petit bout, 3 étapes après et de laisser le reste à l'homme. Alors, dans tous les cas, ce qu'il faut apprendre, c'est que, en gros, si jamais tu as un process qui est pas bon, tu as un process qui a des défauts, tu as un process qui a, du gaspillage, et ben, si tu l'automatises, tu vas rien d'autre que faire que industrialiser, ton gaspillage, industrialiser tes défauts. Et bah, en fait, tu vas les amplifier. En fait, je sais pas comment dire ça, mais c'est un accélérateur du bon comme du mauvais, l'automatisation. Et donc clairement, il faut vraiment que tu te focalises, tu travailles bien ton process, tu travailles bien ton job, enfin ton truc, pour que tu sois sûr et certain que, bah, j'en arrive à une conclusion, c'est que maintenant mon problème, c'est celui-là. Et une fois que tu as celui-là de problème, bah, potentiellement tu réfléchis à automatiser ça. Et Donc et tu après, optimises ben, le process et ensuite tu l'automatises si jamais il y en a vraiment besoin, parce que peut-être qu'après optimisation, il y en a peut-être plus besoin. exactement, mais du coup, tu as tout gagné quand même. Tu as gagné tout Oui. le long. Mais c'est Oui, oui, hyper oui. important. Jamais tu vas automatiser un process qui est instable, un flux qui est mal compris ou qui contient de l'inutile ou du gaspillage. Il faut toujours d'abord traiter ton truc avant et seulement après tu parles d'automatisation, mais jamais avant. OK. Et heu et ça, c'est vraiment le message clé qu'il faut, garder, c'est du lean avant l'automatisation. Voire même du Six Sigma, va réduire tes variations avant même de, heu, de parler d'automatisation. OK. Je Pour toi, est-ce qu'il y a des barrières à l'automatisation? Alors là, tu en as un petit peu parlé, il faut déjà optimiser, avant, mais est-ce qu'il y a d'autres barrières à pouvoir automatiser un laboratoire? Que ce soit des barrières financières ou d'existence des automates? Parce que des fois, c'est juste, les automates qui n'existent pas. Tu as expliqué que vous en aviez, vous, développé vous-même, en fait, à Merville, des automates. Oui. Ah bah, des barrières, il y en a, hein. Des barrières, il y a l'argent. Souvent, alors il existe beaucoup celui-là, hein, alors il existe pas dans toutes les entreprises, donc c'est pas le problème de tout le monde. Mais non, non, ouais, le coût forcément. Ah oui, ouais, clairement.
Après, il y en a d'autres aussi il y en a plein d'autres, il y a la validation, Ouais. c'est-à-dire, tu peux pas mettre un automate qui est pas validé. Aujourd'hui, il en existe, hein. D'ailleurs, on pourrait revenir, sur le Malditoff après tout à l'heure. Malditoff, par exemple, tu vois, c'était une vieille techno, c'est très vieux, hein, comme technologie. Et ben, elle arrive aujourd'hui, chez Matrixscience, nous on en a déjà 3 et on va, bah, voilà, on utilise ça, heu, que depuis, je sais plus combien d'années, mais quelques années, mais depuis que c'est ouvert dans les normes. Avant, c'était pas validé. Donc, certes, ça marchait, mais c'était pas validé. Donc on Donc, c'est juste un automate pour ceux qui savent pas, c'est un système qui permet de faire des identifications, en quelques minutes en fait, une fois qu'on a la colonie, on la met et on peut faire de l'identification de micro-organismes en quelques minutes. exactement. Donc ça, c'était, alors, c'est un impact environnemental de fou. Heu, le Malditoff, c'est quelque chose de pour moi, c'était, tu vois, l'automatisation d'habitude, c'est un truc qui tu avances doucement, étape par étape, hein, tu vas automatiser un petit peu, hein. Et le Malditoff, pour moi, c'était presque une révolution. Ce que je veux dire par là, c'est que, du jour au lendemain, tu passes d'un laboratoire qui confirme avec des galeries, des boîtes, des tubes, des additifs, des bandelettes, à une petite plaque sur lequel tu mets une micro quantité de ta colonie, tu le mets dedans et quelques minutes après. Avec, donc nous, on a fait ça avec, une forte volonté, bah, de réduire les délais analytiques, hein, pour la satisfaction de nos clients. C'était vraiment, l'objectif premier parce que rien tel, pour un client, c'est le moment le plus important. Il a un échantillon en suspicion, donc passer de 3 jours à 1 heure, s pour lui, enfin nous, c'était on a vraiment travaillé ça en ce sens, de manière à satisfaire nos clients et aller chercher, cette technologie qui coûte à l'inverse très, très cher, mais par contre qui permet d'aller, satisfaire nos clients pleinement. Et ça, c'était aussi un beau succès. Tout à l'heure, on parlait, d'environnement. Heu, je te dis les chiffres, je les dis un peu de tête, de mémoire quand je faisais les demandes d'investissement à l'époque. Heu, il y a des méthodes analytiques, les méthodes ISO avec toutes ces boîtes, tout ça en confirmation, tous les tubes que je disais tout à l'heure. On doit tester 5 colonies, donc tu dois faire 5 fois des boîtes, 5 fois des tests. Tu passais de, je sais plus, de 400 à quasiment kilos de déchets quand tu faisais une confirmation, à la traditionnelle, on va dire. Et en passant en Malditoff où tu as quasiment trop rien, tu as plus rien Ouais, quasiment, tu as plus qu'un quelques grammes quoi, microphone. même pas. Ouais. On parle de grammes. Donc ça aussi pareil, ça a un impact environnemental hyper intéressant, hyper important chez nous et ça nous a permis aussi ça c'est vraiment un projet, 3P pour nous, hein, quelque part, 3P chez nous c'est, people, planète et profit où clairement, il cochait toutes les cases celui-là. Ça nous permettait vraiment de faire une vraie révolution dans le terme des confirmations. Et toutefois, donc du coup, ça restait un frein pendant longtemps parce que c'était pas validé. Si je reviens un petit peu au début de notre Sur histoire. la validation. Ouais. Alors après, il y a aussi, la maintenance, bah, ça peut être aussi un frein. Tu as beau avoir un automate, mais si jamais après tu en es dépendant dans ton process et puis dès qu'il est en panne, bah, tout tombe à l'eau, ça sert à rien. Enfin, il faut assurer tout le derrière. Il faut assurer le backup, il faut assurer, la maintenance, il faut assurer ton plan B, si jamais ça va pas. Donc, faut se méfier. Heu, après, les freins, ça peut être une dépendance. Voilà, tu as trouvé une automatisation, elle est super, elle est géniale. Le hic, c'est que tu es obligé d'acheter les pipettes à tarte-tampion et que les pipettes à tarte-tampion, elles coûtent un bras et puis si demain, s'il veut, en plus, il peut augmenter le prix donc c'est un risque, hein, faut faire ça ou même la dépendance à la technologie après. Si tu t'es enfermé là-dedans, tu peux être un peu coincé et enfin, il y a un item qui est hyper important pour moi, qui est un gros frein, si jamais c'est pas bien fait, c'est l'adhérence. C'est-à-dire, tu beau être le gars le plus, le meilleur sur terre qui a avec la meilleure des solutions. Si tu avec ton automate, tu le poses sur la pelle, tu fais: «C'est bon les gars, les filles, allez on démarre, vous travaillez avec ça aujourd'hui». S'ils ont pas envie, ça ne servira à rien du tout. Ton automate, 3 jours après, il est rangé, dans une armoire au fond à droite, on t'en parle plus. Et ça, l'adhérence, elle est incroyable. Enfin, c'est le nerf de la guerre quand tu veux faire, de l'automatisation ou même de l'amélioration générale. Un exemple tout bête, je le prends souvent dans le cadre de formation d'une bête, c'est, les douchettes. Tu vois, j'adore faire les courses. Je vais au magasin, mais moi, systématiquement, je prends ma douchette qui fait que, tout le monde dans mon petit caddie, quand il y a mes articles, ben, tac, tac, là, je scanne. En fait, ça, c'est super bon. En fait, tu vois, déjà quand je scanne, moi, je vois que, le rouleau de sopalin là, enfin le sachet à 2,74 €, quand je scanne 2,87 €. Je fais: «Oh là là». On prend une petite photo, je vais faire ma petite réclamation après et je vois que la promotion, par exemple, 2 articles achetés, troisième gratuit, tiens, elle fonctionne pas.
Mais tout ça, tu l'aurais pas vu, toi, hein, si tu avais tout mis dans ton caddie comme ça. Donc, tu vois, avec la lichette, tu le vois. Donc, tu vois, ça va super bien. Moi, j'arrive à ma caisse, paf, je dépose mon petit truc, je pose ma petite carte au bleu, sans contact. Et 1 minute après, je suis parti. Mes courses sont déjà dans mon sac. J'ai plus qu'à lever, le mettre dans le coffre de la voiture. Je ferme le coffre, je suis parti. C'est hyper génial. Par contre, personne n'en veut. Enfin, il y a pas beaucoup d'utilisateurs et il y a, une grosse non-adhérence à cette automatisation du paiement de tes courses et puis en plus, c'est assez, paradoxal quelque part. C'est que les gens qui en veulent pas, c'est des gens qui font pas confiance. Et c'est ces mêmes gens qui, n'ayant pas scanné, l'article à 2,84 au lieu de 214 ou, les promotions, 1 heure après quand ils arrivent en caisse, ils ont toujours déposé une deuxième fois leur truc. En plus souvent, bon, c'est des personnes, heu, voilà potentiellement, en plus alors des personnes âgées potentiellement qui ont déjà des difficultés, mais là, on va reprendre encore une fois leurs articles, les mettre sur le tapis. Elles ont oublié, le prix, de toute façon, même en regardant leur ticket de caisse, on se voit tous le faire, un ticket de caisse à la fin là, hein. Oh tac tac, ouais, bah, le prix ça devait être ça, donc tu t'en rappelles pas, hein, combien c'était. Bref, c'est Ouais. ces gens-là qui font super attention, qui font pas confiance à la technologie, qui pourtant vont se faire rouler quelque part. Je dis pas que les magasins roulent, attention, mais ça arrive, l'erreur arrive et donc clairement, tu vois, ça c'est pour moi, une la fenêtre, c'est une, c'est une automatisation qui marche pas du tout, pas aussi bien qu'un vrai marché. Alors en plus après, je si je rajoute côté, magasin, je pense qu'ils ont espéré avoir des caisses fermées. Bon, finalement, on a bougé les hôtesses de caisse, de place, hein, et que ça, pour eux, ça leur change pas la vie et peut-être même, ils ont pas anticipé que potentiellement les gens oublieraient, intentionnellement ou pas, de scanner, des articles et ce Oui. qui fait qu'ils se retrouvent maintenant avec des taux de vol beaucoup plus conséquents. Donc tu vois, ça, c'est un exemple d'automatisation qui est, pour moi, une peut-être génial sur le papier. Donc moi, en tant qu'utilisateur, j'en suis très content, je m'en sers et c'est un truc génial et pourtant, à côté de ça, ben, je pense que la majorité des gens, c'est pas un succès. Et donc en fait, le conseil dans ces cas-là, c'est d'impliquer aussi les personnes du laboratoire, dès le début des projets, leur demander leur avis, leur retour, qu'ils soient partie prenante aussi, pour pas qu'ils aient l'impression que ce soit quelque chose d'imposé, mais que ce soit aussi quelque chose qu'ils aient décidé de mettre en place. Enfin, ce serait quoi vraiment ton conseil Ouais, là-dessus? alors, bah, déjà, eux seuls te diront c'est quoi le problème. Donc forcément, si tu veux faire l'automatisation, c'est pour répondre à un problème. C'est ce qui va toucher une cause. Et donc du coup, la cause, les seuls qui le connaissent, alors peut-être toi de loin ou avec tes stats et tout, tu vas la trouver. Mais potentiellement, celui qui la connaît bien, c'est celui qui l'a au quotidien. Et c'est pour ça. Et enfin, on a raison aussi quelque part. Rien de tel que d'être fier d'utiliser ce qu'on a décidé d'utiliser. Donc forcément, si le technicien avec toi tout au long du process dit tiens, c'est bien que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à la fin, quand il retrouve le matériel devant lui en vrai et qui voit le petit, stylet qui bouge à droite, à gauche parce que, on en a parlé il y a 3 mois avant qu'il bougerait comme ça, bah, il va l'utiliser. Enfin, c'est obligatoire, ça à coup sûr, ça marche. Mais après forcément, c'est une histoire aussi après de maturité, hein, des, heu, des organisations et une forte, heu, importance à accompagner le changement. C'est-à-dire, il faut être présent. Quand tu arrives avec tout ça, il faut être présent, il faut accompagner et il faut être là tout le temps, du début à la fin, jusqu'à un moment où tu livres ta solution, ton automatisation à aux bénéficiaires. Et un vrai service après-vente, donc faut le vendre en interne aussi après une fois qu'il pour qu'il soit utilisé avec un vrai service après-vente. Moi, j'ai déjà vu des laboratoires où je vais pas dire que c'était la révolution, mais le responsable avait, changé, la marque des pipettes, des micro-pipettes. Et c'est tout bête, hein, mais c'était juste un changement, d'utilisation et ça fonctionnait pas. Et puis les personnes ne voulaient pas l'adopter, étaient contre dès le début et ça a mis le bazar en fait, rien que ça donc j'ose tu vois, c'est une pipette, c'est tout bête, hein, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup tous les jours. Alors quand c'est en automate, quelque chose d'un peu plus gros avec un plus gros impact, oui, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Et et aussi, alors ça, c'est le premier élément et souvent, la crainte qu'on va rencontrer, c'est plutôt, «Ah OK, mais ça va remplacer quoi? Ça me prend mon travail ça». Et ça, c'est une grosse crainte des personnes. Donc ça, faut l'accompagner et faut le faire. Alors aujourd'hui, des projets d'automatisation, on en a fait des dizaines, mais jamais on l'a accompagné de ce genre d'action, hein. Donc parce que, bah, de toute façon aujourd'hui,
les laboratoires, comme beaucoup de sociétés, voilà, on sait que c'est pas forcément facile de retrouver du personnel. Donc, l'automatisation, c'est quoi? C'est, faut expliquer, accompagner. L'automatisation, c'est non, voilà, elle est pas là pour remplacer l'homme, elle est là pour t'aider, t'accompagner, te retirer les non-valeurs ajoutées, si tu as pas su les retirer, naturellement avant, mais et puis de t'utiliser toi, collaborateur, technicien, technicienne, juste pour les valeurs ajoutées. Juste le pourquoi où en fait, c'est une importance d'avoir l'homme au cœur, bah, de ces de nos analyses et heu et ça en fait, ben, faut qu'on l'explique, qu'on l'accompagne, on arrive à y aller et de toute façon après, en général, les automates, dès qu'ils ont une petite panne, on prend le téléphone, nickel, il va plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il redémarre très rapidement? Donc finalement, on voit qu'après ça Ouais, marche. Donc du ouais, coup, OK. c'est, mais il faut l'accompagner et systématiquement, hein, pas 100 des cas, j'exagère sûrement, mais très, très souvent quand même, l'homme a peur. L'homme s'inquiète et mais c'est normal et par contre, c'est là justement qu'il faut rappeler, c'est que l'automatisation, c'est pas du tout, pas du tout, un objectif de remplacement de l'homme. Ça sert pas à ça du tout. OK. Bon, tu as répondu à une des questions que j'avais posées, un peu plus tard. La question suivante que j'avais, c'était, et tu as déjà un petit peu répondu. Est-ce que vous avez déjà fait machine arrière sur, une automatisation? Où vous vous êtes dit à un moment donné: «Ça marche bien» et maintenant, bah, tiens, on revient en arrière parce qu'en fait nos process ont changé et puis, donc vous avez, supprimé un automate? Oui. Oui, c'est sûr, oui, on a déjà fait, des retours en arrière, hein, on a, de toute façon, c'est obligé que parfois, c'est pas forcément qu'on se trompe, hein. Oui, on peut se tromper, mais c'est pas vraiment ça le sujet. C'est le sujet, c'est que ça avance, ça évolue, ça change et que du coup, ce qui était valable en 2000, bah, n'est plus d'actualité en 2025. Ça peut exister. Heu, on a fait, nous, par exemple, clairement, hein, pour être transparent, de l'automatisation. On a longtemps automatisé de manière, longtemps, pardon, incubé de manière automatisée et ben, franchement, entre amener X boîtes dans un incubateur automatique qui peut en ranger qu'un certain nombre, et qui, va les ressortir, a besoin de quelqu'un pour les reprendre et ben, quand tu fais, 8-10 000, 12 000 boîtes par jour et que tu divises ça par 36, ça fait beaucoup de manipulation. À l'inverse, quand tu, travailles manuellement et que tu dis: «Tiens, allez, je vais te faire une chambre chaude juste à côté, je te donne des plaques sur lesquelles tu es capable de mettre peut-être 100 boîtes de pétri dessus et que tu as plus qu'à amener comme ça», tu divises par 3 tes déplacements, tu divises par 3 ton stress, parce que la machine, quand elle t'appelle, tu dois t'arrêter de faire ce que tu fais pour aller le chercher. Donc ça, oui, c'est une des étapes qu'on a remanualisées. Une des étapes aussi qu'on a, remanualisées, on en parlait tout à l'heure, c'est, quand j'ai voulu automatiser, la lecture, de 100 de nos boîtes de pétri en fin d'incubation et bien, c'était une fausse bonne idée ça, clairement et il a fallu, j'ai préféré re-rendre à l'homme le tri, quand je dis re-rendre à l'homme, c'est remanualiser, hein, le tri, des boîtes de pétri pour mettre à gauche dans le fameux automate, fait maison, les boîtes négatives et à droite le tas des boîtes positives et une partie de celle-ci, dans les compteurs de colonies automatisés, mais manuellement. Et finalement, ben, le retour manuel est un vrai succès parce que, c'est ce qui, c'est ce qui, fait que et pourquoi c'est un succès alors? J'ai peut-être un peu dans l'explication, c'est que, heu, on a re-rendu à l'homme les tâches pour lesquelles il avait alors d'un côté, par exemple, dans l'exemple de mes boîtes de pétri, que je faisais lire, en fait, le mec derrière devait, en code doute de l'automate, bah, devait dire: «Oui, ça en est. Non, ça en est pas. Oui, ça en est. Non, ça en est pas. Oui, ça en est». Donc valider informatiquement les boîtes et pareil, on avait aussi, pour ça j'ai fait un parallèle en gauche fois. On avait aussi un système qui nous permettait nous d'automatiser, la gamme de dilution et la répartition de l'inoculation heu, de l'inoculation des boîtes de pétri. On l'a rendu au technicien là, parce qu'en fait, ça avait plus grande valeur de continuer à l'automatiser. Par contre, on lui a rendu avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des petits automates de paillasse pour l'aider à faire cette gamme de dilution, cette répartition. On a aussi investi sur le spiral, ce qui fait que finalement, ça a réduit considérablement le besoin de gamme de dilution. Et ben, on est parti sur 2 petites automatisations de paillasse et qu'on dit aux techniciens: «Bon maintenant, les quelques boîtes qui restent et les petites gammes de dilution qui restent, on te les rend». Bah, finalement, d'un côté, j'avais un technicien qui était plutôt un opérateur de ligne, c'est-à-dire il mettait 10 ml à une ligne automatisée, versus aujourd'hui quelqu'un qui est devant lui, qui doit réaliser une gamme de dilution, faire des boîtes de pétri. Et si je reprends l'exemple de mon technicien qui appuie sur les boutons
heu oui, il y a des colonies, non, il y a pas de colonies. Bah, lui, c'est pareil, c'était je vais exagérer, mais c'était presque un standardiste qui disait: «Oui, non, oui, non, oui, non», et là, maintenant, aujourd'hui, il revient avec son œil d'expert sur la boîte de pétrole en direct pour dire: il y en a pas». Donc finalement, on redonne aux techniciens, des opérations, des actions pour lesquelles ils ont été à l'école, pour lesquelles ils ont été formés et pour lesquelles nous, on les a embauchés. Et en fait, ce OK. retour à ça a fait que ça a été hyper bien perçu aussi par les techniciens, et finalement ça rend, plus agréable leur journée de travail. Et puis en cas de panne, tu as toujours des techniciens qui savent faire de la microbiologie. Le risque en fait, c'est d'avoir un opérateur de ligne, c'est de plus prendre de pas avoir besoin d'un microbiologiste en fait, et en cas de panne, bah, du coup, tu es bloqué. Là, en l'occurrence, tu as des microbiologistes qui peuvent continuer, qui savent comment faire une gamme de dilution manuellement et puis qui peuvent prendre le relais en cas de problème. Carrément, c'est ça, exactement, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est, heu, c'est ça. Mmh. Alors après, tu vois, tout à l'heure, je pense aussi à un truc, faut juste te méfier dans tout ça, dans tous tes projets d'automatisation, qu'il y a pas un télescopage, de projet, hein, parce que des fois, on peut oublier qu'un projet peut en impacter un autre. Heu et c'est là, encore une fois, qu'on revient au début de l'histoire un petit peu, faut vraiment réfléchir à ton process, faut vraiment que tu connaisses tout par cœur et que tu es capable de savoir les incidences que tu peux amener avec ta solution sur un autre truc. Par exemple, si je reprends l'exemple des spirales, si, telle année, tu décides d'automatiser, ta fabrication de tubes et puis, tu décides d'automatiser, ton comptage des colonies en lecture, et puis l'année 3, tu arrives, tu dis: «Bah, tiens, j'ai envie de mettre des spirales dans mon labo». Bah, d'un côté, tu divises par 3 ton besoin en tubes, donc tu perds ton automatisation, tu perds le sens de ta première automatisation. Tu réduis par 3 ton scope de boîte de pétri, à lire, à compter. Tu perds de l'intérêt sur ton automatisation de l'année 2, et bah, finalement, en fait, tu as créé une automatisation qui va te faire gagner ton petit temps là, mais enfin, potentiellement, va t'amener une valeur ajoutée, sur ce stade-là de l'analyse, mais tu vas détruire ce que tu as préparé, ce que tu as fait les années précédentes ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de trouver toutes les corrélations, d'être hyper à l'aise avec ton flux, bah, pour savoir si ton automatisation à toi, potentiellement, elle t'arrange bien pour ton bout de flux là, mais elle a des effets Ouais. un peu qui se coulent, on va dire, hein, sur le reste. Donc ça, c'est Ouais, hyper ouais, il faut avoir important de une vision globale en fait à court, moyen et long terme pour pouvoir, effectivement mettre les moyens là où il y en a le plus besoin. alors potentiellement, ça pourrait te permettre aussi de faire step par step, et ce qui est important aussi, dans l'automate, mais faut faire attention, quand on lance l'automatisation, et et c'est pour ça que beaucoup de gens sont pas forcément prêts, et bah, parce qu'il y a un bon commercial qui passe, parce qu'il y a, ils ont vu, parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils sont convaincus. Et ils arrivent et paf, ils sortent l'artillerie lourde, et c'est un fiasco. Et ça, c'est pour ça que c'est très important, et c'est encore plus vrai dans pas forcément les laboratoires, prestataires comme Veritree Science, mais ça va être plus vrai dans des petits labos internes ou des labos d'usine, et un service qui s'appelle Lab-Continuity, qui permet à nous, bah, d'aller accompagner, ces laboratoires-là, parce que ces petits laboratoires d'usine, ces laboratoires internes, je dis petits, ils sont pas forcément tous petits, hein, mais qui en fait sont un peu loin, un peu en retrait parfois de ça, et bah, à la seconde où on entend le mot automatisation, ça peut faire, des belles étoiles dans les yeux, mais c'est pas une fausse bonne idée. Donc on peut les accompagner, justement déjà faire un état des lieux, voir si ce qu'on disait tout à l'heure, faut peut-être déjà commencer à à harmoniser, à retirer le gaspillage, l'inutile, s'améliorer sur ça avant potentiellement de le faire, ou voire même, peut-être la petite automatisation là serait pour vous une solution efficace. Et c'est vrai que ça, on a ce service qui a été déclenché, il y a peu, et qui permet, auquel je participe d'ailleurs, et qui permet justement d'aller chercher, de proposer, les solutions les plus adaptées, avec ou sans automatisation. OK, ouais, donc ce que tu dis, en fait, c'est pas foncer tête baissée vers un automate qui paraît sexy, mais c'est déjà d'avoir une bonne compréhension de son laboratoire, faire un état des lieux. Donc ça, vous, c'est ce que vous pouvez faire avec un œil extérieur pour ensuite, bah, adapter la meilleure solution et des fois, c'est même pas un automate, c'est juste, réorganiser un petit peu le laboratoire. Ça peut être de temps en temps un petit automate, mais voilà, c'est un truc que vous Ouais. proposez ça, un service que vous proposez. OK. Et chose qui est très important et qui est vrai, hein, c'est, une solution pour l'un, mais pas du tout une solution pour l'autre. Tu prends l'exemple, je retourne dans mon petit laboratoire d'usine, il existe des fabricants, hein, des sociétés qui font des petits appareils, hein,
Tu as une petite cupule, tu mets, 1 ml de ta dilution dedans et ça te dit: «Tiens», par exemple, tu as des levures moisissures, ça te dit: «Tiens, il y a une énumération de ta levure». 3 jours après, tu as ta solution. Donc c'est des petits appareils, hein, qu'on empile et ceux qui en ont reconnaîtront le truc, mais c'est super génial ça, hein. Je suis un laboratoire d'usine, c'est une méthode qui est rapide, en 3 jours versus 5. Il y a un temps technicien assez faible. Il y a, comme c'est une automatisation, de A à Z jusqu'à sa lecture, de l'incubation jusqu'à sa lecture, bah, c'est fiable, répétitif, c'est validé, c'est petit, ça nécessite pas d'incubateur. Ça, c'est hyper sexy ça pour un laboratoire d'usine. C'est vachement génial. Seul défaut, c'est que c'est, très cher, enfin, ça de l'invest, forcément, faut investir dans la machine et puis, ben, mes petites cupules, elles coûtent un certain prix. En tout cas bien plus cher qu'une boîte de pétri. Tu vois, cette solution-là, tu la trouves, dans un laboratoire d'usine, c'est évident. Ça a du sens. C'est, pour lui, c'est la solution à son problème. Son problème d'avoir son résultat de levure dans le plus vite possible et puis dans le petit laboratoire qu'il a, dans le coin au fond à gauche de l'usine. Par contre, nous, laboratoire, prestataire, bah, on va pas répondre à nos besoins clients. C'est-à-dire, bah, j'en ai, 3 clients sur 4, il a pas besoin de rush sur des levures moisissures. Que ça dure 5 jours, c'est pas un sujet. Et encore une fois et aussi surtout, il est pas prêt à payer. C'est, cette solution qui va coûter 3, 4, 5, 10 fois plus cher que la fameuse boîte de pétri. Donc du coup, bah, cette solution-là, même si je l'ai, j'ai envie d'utiliser, bah, elle marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Tu as des exemples aujourd'hui, moi personnellement, j'aurais l'automatisation type PCR, heu, c'est, heu, c'est super génial d'un point de vue analytique. Je fais mon bouillon, ah, je pèse, j'incube, je sors, je fais ma PCR, terminé. Versus une méthode ISO où je fais mon bouillon, je le sors, je fais un tube, je fais des boîtes, je réincube mon tube, je ressors mon tube, je fais des boîtes. Si on est en listeria, on réincube, on fait encore des boîtes. Donc avec plein de boîtes, plein de risques, plein de possibilités, d'erreurs, qu'il faut contrôler, qu'il faut gérer, qu'il faut, manager tout le temps, versus une PCR où je sors, je mets. En fait, ça, c'est une automatisation super géniale qui devrait, satisfaire tout le monde, autant nous, qui pratiquons ça au quotidien, mais aussi les clients qui devraient être rassurés. Mais le problème, c'est qu'il y a une histoire d'argent et c'est pas de l'argent chez nous, là, pour le coup, c'est de l'argent chez le client Ouais. qui, lui, ne veut pas, à juste titre, on peut le comprendre, mettre plus d'argent pour avoir une méthode en un jour alors que lui, il s'en fout, il a le temps, lui, 3 jours, ça me va, moi. Donc du coup, Ouais. il y a aussi l'argent du client. Donc nous, en tant que prestataire, on oublie aussi ça d'avoir ça dans le scope. Et donc, c'est un exemple de solution qui peut être super génial, qui est génial d'ailleurs, mais qui répond pas aux besoins. Donc ça sert à rien d'avoir 10 modules PCR si les clients n'en veulent pas. Ouais, ouais, effectivement, OK. On comprend le principe, il faut adapter la solution par rapport aux besoins du laboratoire en question et les besoins peuvent être différents entre les labos. Hem, Si toi tu avais une baguette magique maintenant, qu'il y avait pas de question de coût, de validation et cetera, qu'est-ce que tu aimerais idéalement pouvoir automatiser? Ah, moi, c'est la pesée. La pesée, la préparation de notre suspension mère. Bon, aujourd'hui, dans les laboratoires, tout le monde le sait, hein, c'est le plus gros volant, d'heures, et bah, c'est la partie aussi la plus critique quelque part de l'analyse, hein. C'est là qu'on prend l'échantillon du client pour la première fois et qu'on va le déballer, le manipuler pour démarrer tout le reste de l'analyse. En fait, cette partie-là, il faut vraiment qu'on arrive à la contrôler, à la maîtriser et en plus de voilà, d'être, une analyse, enfin une partie de l'analyse, heu, c'est pas risquer le mot, mais à risque, je vais dire à risque quand même. C'est surtout c'est aussi un travail qui est très chronophage et très chronophage de quoi? Bah, en fait, quand il part, si je schématise, très grossièrement, le travail de la pesée, c'est je prends mon échantillon, je regarde, donc j'ai bien, mon souffleur numéro untel, j'ai ma poche numéro untel, je mets bien mon souffleur dans ma poche, 25 grammes. J'appuie sur le bouton de mon diluteur, je referme mon échantillon que je stocke, je regarde mon diluteur couler, il a fini, je le mets dans un stomacheur que j'allume, j'attends qu'il ait stomaché 5 minutes ou 2 et je le mets dans le panier à gauche. En fait, voilà, est-ce que regarder un diluteur gravimétrique, tomber, enfin couler, est-ce que, un stomacheur qui tourne à côté de moi, je l'attends parce que, c'est potentiellement long et est-ce que prélever 25 grammes, alors peut-être prélever 25 grammes, c'est une valeur ajoutée, mais voilà, la valeur ajoutée de l'homme là-dedans, reconnaissance de l'échantillon, bien faire attention qu'on est bien sur le bon échantillon, ça oui, méga valeur ajoutée.
Le prélèvement des 25 grammes, il en a une parce qu'en fait, c'est hyper dur de faire des prélèvements représentatifs en termes d'automatisation. C'est le gros défaut et la densité aussi est très compliquée. Enfin, quand tu as une paella et que tu dois faire un prélèvement représentatif de ta paella, bah, avec tous les robots du monde, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'adorerais y arriver, et potentiellement laisser qu'à l'homme toutes ces valeurs ajoutées, qu'il apporte lui à ce stade. Mais par contre, avoir un dilumat qui coule à côté de lui, avoir un stomacheur, qui agite à côté de lui et puis qu'on l'attend, ça non. Ça il faut qu'on aille à la hauteur. J'aimerais bien y arriver, j'y ferai un focus, prochainement, et j'espère, avoir autant de succès que tout le reste. On va suivre ça, mais effectivement, cette, question de la pesée, le chou-fleur, à la limite, c'est un moindre mal, mais quand tu as du sandwich, des paellas et cetera et puis vous, en laboratoire prestataire, la vraie difficulté, c'est que vous avez, une variété d'échantillons qui est hyper large, donc c'est hyper difficile de standardiser ça et pourtant, c'est le début de l'analyse, donc c'est là où tu peux avoir des contaminations croisées, c'est là où tu peux avoir une non-représentativité de l'échantillon que tu prends, donc c'est hyper stratégique aussi Mmh. ce poste-là. Bon, bonne chance Exactement. parce que tu es pas le premier à m'en parler il y a plein, même en cosmétique, ils aimeraient bien pouvoir, standardiser ça parce qu'aller chercher, 5-10 grammes ou 1 gramme des fois de rouge à lèvres, c'est pas facile à couper ou du fond de teint et cetera donc il y a un besoin là-dessus sur cette étape-là. La dernière question que j'avais, mais tu y as déjà un peu répondu, c'est est-ce que l'automatisation va remplacer les techniciens du laboratoire de microbiologie, parce que c'est aussi la peur. Quand on parle d'automatisation, c'est la peur d'être remplacé. Pour moi, l'automatisation ne remplacera jamais nos techniciens, ça c'est sûr et certain. On avait déjà cette même phrase il y a 25 ans avec l'arrivée des robots. Certes, ça a pris le boulot de certaines personnes bien précises, mais des nouveaux ont été inventés. Donc non, aujourd'hui, je suis, très convaincu, je l'ai toujours été, que l'automatisation n'est pas là pour ça. L'automation est là pour les accompagner. C'est vraiment, faire pour que, le technicien continue à faire, son travail, potentiellement plus, hein, effectivement, hein, mais sans pour autant travailler plus. C'est-à-dire qu'il va si vous faites, des carrés, vous mettez un vert, c'est une valeur ajoutée 2 grilles, la non valeur ajoutée un vert, 2 grilles, un vert, 2 grilles. L'idée, c'est que l'automate fasse ces grilles-là et que de toute façon, le technicien, lui, il travaillait pas pendant ces non valeurs ajoutées. Il attendait, il regardait, enfin, il faisait autre chose ou potentiellement, il faisait une action qui avait aucun sens pour lui, et du moins pour l'analyse, pardon. Et donc l'idée, donc du coup, c'est, ah non, il faut aller, transformer nos métiers. L'automatisation, ça va transformer nos métiers, oui, pour aller faire sûrement plus d'analyse, pour la part de nos techniciens, peut-être plus de pilotage, plus de responsabilité et surtout leur donner plus de sens. C'est vraiment ça que c'est vraiment ça, plus de sens à leur métier que des choses potentiellement qui en ont pas du tout. Et allez, en gros, l'avenir des labos à ce niveau-là, si on devrait dire une phrase, ça serait plutôt que, heu, c'est pas un automate seul, c'est l'avenir des labos, ce sera pas des automates, ce sera plutôt des automates au service de l'homme, pour les accompagner. Bon, c'est bien, tu nous rassures sur la fin là, sur le fait qu'on sera là encore longtemps. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, quelque chose, sur l'automatisation du laboratoire en général ou pas? Je pense on a balayé déjà pas mal de questions, mais si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Non, non, mais clairement, on a tout abordé, hein, vraiment, voir l'automatisation pas juste comme, je veux gagner de l'argent, hein, c'est pas du tout ça, c'est loin d'être ça même finalement, hein. C'est plutôt collé à la réalité, collé à notre besoin, et pas oublier, c'est que, l'automatisation, c'est, comment dire ça? C'est un outil puissant, c'est quelque chose de très, très fort, mais ça n'a du sens que ça s'inscrit dans une démarche, lean, structurée, humaine, mais je veux dire, avec les personnes, enfin, en intégrant l'homme avec dès le début et responsable. Responsable d'un point de vue, environnemental, d'un point de vue même, humain aussi, en amenant aussi de la QVT, si on n'a pas la même occasion, on peut aussi améliorer le quotidien des gens, en le faisant, il faut le faire. Donc non, vraiment l'automatisation, c'est ça. C'est quelque chose de très puissant, mais qu'il faut savoir maîtriser et qu'il faut pas utiliser parce que j'ai envie d'utiliser. Il faut juste l'utiliser parce que c'est une réponse à ton problème, point barre.
C'est une super conclusion en tout cas. Merci beaucoup Mickaël, de ton temps, j'ai adoré tous ces petits exemples concrets, ce partage d'expériences, très concret. C'est pas juste de la théorie, c'est plein de petites anecdotes donc merci beaucoup pour ça et puis, j'espère, te voir bientôt et visiter un de tes laboratoires bientôt. Eh ben, avec plaisir, Pierre. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aussi vous avez une expérience à partager, n'hésitez pas à me contacter. J'accepte toutes les histoires, à partir du moment quand même où ça se passe dans un labo de microbiologie. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site internet ou sur le compte LinkedIn de Super Microbiologiste. On a également une newsletter qui est envoyée tous les jeudis et dans laquelle vous retrouverez les dernières infos de la microbiologie. Je vous dis donc au prochain épisode et surtout vive la microbiologie et vive les super microbiologistes!